Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de LegalOps. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter la saison 3 du podcast où je consacre quelques épisodes à ce nouveau métier qui arrive en France. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. J'accueille aujourd'hui Selma Khaled, qui travaille chez Séraphin Légal. Selma a une formation juridique, mais a décidé très tôt de s'orienter vers le marketing digital, suite à un obstacle de parcours qu'elle a finalement très bien surmonté. Le droit mène donc vraiment à tout. Très bonne écoute. Bonjour Selma, j'espère que tu vas bien. Bonjour Delphine, très bien et toi? Écoute, ravie de t'accueillir, vraiment je suis super contente. Je suis sûre que nos auditeurs connaissent ta voix au moins, parce qu'on accueille aujourd'hui quand même Selma qui chaque semaine vous parle dans Parole de juriste. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Parole de juriste, on est là pour parler de Non. toi, de ton parcours, de ce qui t'anime et d'un sujet un petit peu tabou en France. Mais c'est le teasing là. Et voilà. Mais d'abord, est-ce que tu peux peut-être, Selma, nous dire un peu déjà pourquoi tu es là aujourd'hui? Là, je suis très contente d'être à ton micro, Delphine, parce que déjà, bravo pour ce que tu fais. J'aurais adoré avoir dans les oreilles un podcast comme le tien pendant mes années étudiantes. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Et puis, pourquoi je suis là aujourd'hui? Écoute, c'est une, c'est une démarche, je trouve, assez mégalo-narcissique. Parce qu'en fait, j'ai croisé Delphine au rendez-vous des transformations du droit. Et puis, on a discuté, Maëlle Bizan, qui était aussi présente ce jour-là. Et je t'ai dit que je serais vraiment ravie de passer sur ton podcast pour parler d'échecs, entre de grands guillemets, puis d'échecs en fac de droit et puis de rebond à la suite de cet échec. Et puis aussi d'horizons beaucoup plus larges que ce que j'appelle la fameuse quadrature, avocature, magistrature, notariat, juriste d'entreprise. De montrer aussi peut-être aux étudiants qui t'écoutent, je pense que tu n'es pas uniquement écouté par des étudiants, mais voilà, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, qu'il y a aussi d'autres horizons au-delà de ces métiers classiques qu'on connaît et qu'on peut faire autre chose à la suite d'une fac de droit. Alors, parce que moi, je sais que pour avoir été parfois de l'autre côté du micro, c'est pas du tout la même posture. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être de l'autre côté du micro, là, pour une fois? Écoute, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a échangé par téléphone avant cette interview et tu me disais, on se rend compte de ce qu'on fait vivre aux invités quand on les invite sur nos podcasts. Mais en réalité, je me sens à l'aise et contente de le faire avec toi. Tu es une intervieweuse qui est super chaleureuse, bienveillante. Tu nous mets tout de suite à l'aise. Donc, j'ai l'impression en fait d'être autour d'un café, autour d'une bière avec On y est quelqu'un que presque, je on y est connais presque, on y et que est presque. j'apprécie. Voilà, très bien. Bon, écoute, moi, je suis ravie de t'accueillir, en tout cas. Et est-ce que d'abord, tu peux peut-être te présenter et puis, si tu peux, te définir en 3 mots? Ok, et écoute, je m'appelle Selma Khaled, j'ai 26 ans, je suis née et j'ai grandi à Casablanca, au Maroc. Je vis en France depuis 8 ans et plus précisément à Paris. Je m'amuse souvent à dire que je suis le pur produit de l'héritage colonialiste français, ce qui peut paraître un peu touchy, mais ça l'est pas du tout. Uniquement parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, dès la maternelle, ont voulu m'offrir la meilleure éducation et les meilleurs débouchés possibles en m'inscrivant à l'école française au Maroc, donc à Casablanca. Et d'ailleurs, je remercie encore mon père aujourd'hui, si jamais il nous écoute, je suis sûre qu'il m'écoutera. Ah bah Qui oui, s'est bien sûr qu'il toujours va t'écouter. il s'est toujours sacrifié pour ses 3 enfants, pour leur offrir la meilleure éducation possible, surtout quand on voit le coût de ses frais de scolarité. Voilà, je le remercie d'avoir pris cette décision parce que je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et puis, peut-être un peu plus personnellement, j'ai eu la chance d'avoir 6 mères. C'est un peu particulier parce que ma mère étant décédée quand j'étais un peu plus jeune, j'ai été élevée principalement par mon père, mais aussi par 6 formidables femmes qui sont donc mes tantes et ma
grand-mère. Et donc, j'ai eu une éducation, elles ont toutes eu un rôle très important dans mon éducation et je les remercie. C'est hyper important pour moi quand je me présente de dire que j'ai été élevée par cette personne incroyable. Et puis, plus professionnellement, j'occupe aujourd'hui le poste de responsable marketing chez Séraphin Légal. Séraphin Légal qui est une solution de gestion de contrat qui a pour rôle d'accompagner les entreprises, d'accompagner la croissance des entreprises à travers un processus contractuel performant. Donc, moi, mon rôle chez Séraphin Légal, finalement, c'est de faire en sorte que la notoriété de la marque brille de mille feux, que tous les juristes d'entreprise en France connaissent Séraphin Légal et utilisent Séraphin Légal à l'avenir, et puis toutes les personnes qui gravitent autour de la gestion de contrat. Et puis au-delà de la notoriété de la marque, c'est aussi de faire en sorte, par différents types de canaux, de générer de revenus pour l'entreprise. Et est-ce que tu peux te définir en 3 mots? Me définir en 3 mots, oui, je peux me définir en 3 mots. Je suis quelqu'un de très déterminé, d'optimiste et puis aussi de très bienveillant. Ça peut paraître un peu cucu la praline, mais je considère que c'est hyper important. On m'a toujours appris ça. Surtout ma grand-mère m'a toujours dit il faut absolument que tu te comportes avec les autres de la même manière que tu souhaiterais qu'on se comporte avec toi. Voilà, ça permet d'éviter certaines frictions et je trouve que parfois certaines personnes devraient aussi réfléchir de la même manière. Il y en a plein qui le font. Je pense qu'on gagnerait à être plus à réfléchir de la même manière. C'est un beau message, c'est un très beau message. Et avant Séraphin Légal, justement, tu étais quoi? Eh bien, écoute, avant Séraphin Légal, je suis passée par 2 autres entreprises qui sont Legal Start et Avostart. En fait, j'ai commencé par Legal Start, qui est le leader de la création d'entreprises en ligne en France. Et en fait, j'ai été recrutée en stage et puis j'ai continué en CDD. C'était pendant mon année de césure. Et j'ai occupé différents types de postes, de la production à la création de contenu, au service client, à la e-réputation. En fait, j'ai vraiment été à bonne école pendant ces 16 mois. C'était vraiment les 16 mois les plus enrichissants pour moi en termes d'apprentissage. En fait, à chaque fois qu'il y avait besoin de boucher un trou, quelque part, j'étais très contente de me proposer, de dire, en fait, j'ai envie de découvrir ça et puis d'avoir la chance d'apprendre. Et puis je remercie encore Pierre Haydan, qui est le cofondateur de cette entreprise, Victor Boinard, Chloé Antonucci, Sandra Nussbaum, Camélia Cadmery, qui m'ont chacun beaucoup appris, chacun à leur manière, chacun avec leurs compétences. Donc vraiment, j'ai fait bonne école là-bas. Et puis, au bout de ces 16 mois de stage et de CDD, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a intéressé le plus dans ces 16 mois? C'était la partie marketing du job, de l'entreprise. Et puis, je me suis dit, très bien, si j'ai envie de développer cette compétence-là, il faut que j'aille quand même apporter un bagage théorique. Donc, je me suis inscrite dans une formation en marketing digital à la fac, que j'ai faite en alternance. Et puis, j'ai été recrutée par encore une fois, Pierre Haydan qui m'a proposé un poste de bras droit CEO chez Avostart, qui était à l'époque incubé à Station F au programme Facebook. D'accord, oui, parce qu'au départ, tu as une formation de juriste, pas de Exactement. pas de marketeuse. On est d'accord. Non, c'est ça. Je fais partie du bon côté de la de force. La force. C'est ça. Non, j'ai fait effectivement 4 ans de droit auparavant avec une licence en droit privé et puis ensuite un master 1 en droit des affaires à Paris 1. Tout de suite, tu as évolué dans le domaine juridique, mais finalement, ce qui t'a intéressé, c'est pas forcément d'être juriste, mais c'est le marketing dans le domaine juridique, en fait, qui t'a intéressé. Mais ça aurait pu être du marketing dans un autre domaine, c'est parce que tu es arrivé dans le domaine juridique. C'est ça, exactement, ça aurait pu être dans un autre domaine et puis à l'avenir, ça pourrait être dans un autre domaine et je suis aussi passionnée de cuisine. Moi, mon rêve dans une dizaine d'années, ce serait soit d'ouvrir un lieu, je sais pas, un restaurant, une épicerie ou quelque chose autour de la food ou peut-être de travailler dans une entreprise avant dans le marketing spécialisé dans le domaine alimentaire, dans l'hôtellerie, restauration, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne, donc ça aurait pu être dans un autre secteur. Alors, tu nous as dit que tu étais arrivée en France il y a 8 ans, c'est ça?
Exactement. Et quel a été justement ton plus gros défi quand tu es arrivée en France? Je ne dirais pas que ça a été les démarches administratives. Je trouve que ce serait trop simple de dire que c'est les démarches administratives auprès de la préfecture. Je pense que ce qui a été le plus dur, ça a été d'apprendre à vivre loin des siens. Parce que même si on est très content à 18 ans de vivre seul, de gagner en indépendance, on se prend quand même une belle claque quand on se retrouve seul le lendemain, quand tout le monde est parti. Et puis, je sais que, par exemple, pour moi, ça a été très compliqué en période de covid, parce que j'ai pas pu voir ma famille pendant 2 ans. Heu, dans un premier temps à cause du covid et ensuite à cause des difficultés qu'il y a eu à obtenir un titre de séjour salarié. Donc ça a été très compliqué à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment ça, ne pas être proche des siens et puis, dans des situations qui sont parfois un peu compliquées, ne pas pouvoir, sortir, prendre le métro et les retrouver. Quand on avait parlé ensemble, effectivement, tu m'as dit que tu voulais témoigner, notamment sur l'échec à la fac. Alors, je t'ai regardé avec des grands yeux ronds. Alors, j'aimerais bien t'entendre un peu sur ton expérience sur ce sujet parce que je vois pas où est l'échec en fait dans ton parcours. Donc, explique-nous. Mais c'est vrai que le terme échec est peut-être un peu gros et on devrait le mettre entre de grands guillemets, mais je trouve qu'on passe quand même notre temps à nous dire en fac de droit qu'on joue notre vie, notre avenir entier en master 1. Aujourd'hui, je pense, il me semble que c'est en dernière année de licence, en L3. Et en fait, moi, j'ai eu cette impression, en tout cas, c'était mon impression il y a 4 ans, j'avais cette impression que je finirais, pardon, déclassée toute ma vie si jamais je ne réussissais pas à cet instant T, à avoir ce master super convoité à Paris 1, à Paris 2, à Lille ou à Toulouse Capitole, alors que en fait, j'avais même pas encore commencé ma vie active. On avait vraiment l'impression d'être dans une impasse sans issue aucune, finalement, si Le on top 3 réussissait code des pas à facs, c'est ça? c'est Si ça, t'avais... et ou si Ouais, c'est ça. on réussissait pas à ce moment-là. C'était vraiment une pression en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, comme une certaine pression, à ce moment-là. Et je pense que c'était peut-être dû au fait que, j'ai fait tout mon parcours universitaire au sein d'une université parisienne et en fait on avait, ce sentiment en fait de déclassement si on passait d'une université à une autre, qu'il y a de moins en moins de place et puis je trouve qu'on explique à des étudiants qui sont en L3, en master 1 que bon, bah, même s'ils ont de bons résultats ou des résultats moyens, étant donné qu'on n'a pas assez de places ouvertes pour des masters 2 dans certaines universités et ben, en fait, ils n'auront jamais la possibilité d'étudier la spécialité qui les intéresse le plus au sein de cette université. Et je trouve que Ouais, il y a j'ai une quand même été pression qui est dur très à forte. c'est Ouais. ça. Et Et puis du coup, un surtout, enfin stress pas moi, possible parce qu'effectivement, si on l'a pas celui qu'on veut, alors qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, c'est la fin c'est du ça. monde, quoi. Hmm. Exactement, c'est la fin du monde et puis, moi à ce moment-là donc je suis vraiment, le cliché de la bonne élève. J'ai toujours été très bonne élève au primaire, au collège, au lycée. J'ai eu de très bons résultats au bac, mais ça tout le monde s'en fiche en réalité, ça ne sert à rien. Ça s'est très bien passé sur les 3 premières années, en fac de droit, avec une moyenne qui était toujours aux alentours de 12-13 de moyenne. Et puis en arrivant, en master 1, donc spécialité droit des affaires, au premier semestre, les résultats sont publiés. Et donc à ce moment-là, je vois la note et je vois que sur mes résultats sont écrits donc 9,97. Bon, aujourd'hui, je me dis que c'était pas très grave, mais à cet instant T, pour moi, c'était vraiment un échec. Enfin, pour moi, à ce moment-là, c'était la fin de mon monde, donc mon monde s'effondrait. J'avais l'impression d'être une équipe en fait de Ligue 1 reléguée en nationale. Hem, c'est horrible, hein, mais c'est bête parce qu'en fait Ouais, tout finalement s'écroulait, quoi, en fait, c'est ça? Tu avais l'impression que ex c'était. Mais exactement, que je n'allais pas avoir de débouchés à ce moment-là. oui, parce qu'il y a quand même un sujet, mais ça, je pense, alors je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à la fac, on n'explique pas les débouchés qu'il y a, en fait. On entend beaucoup, effectivement, parler de la magistrature et de l'avocature, parce que beaucoup de profs sont avocats, en fait. Mmh. Donc, ils en parlent parce qu'ils, voilà. Mais c'est vrai que les autres métiers, moi, c'est pour ça aussi que je vais vous faire ce podcast, on n'en parle pas tellement, enfin, même pas du tout. Enfin, il y a des métiers, moi, que j'ai découvert même il y a encore quelques années où, enfin, je me Mmh. dis, mais c'est incroyable parce que il n'y a pas que le monde des avocats et que le monde des magistrats. Mais en fait, quand on est en fac,
on ne connaît pas tellement autre chose. Maintenant, on connaît les juristes, Mhm. mais c'est vrai que c'est quand même assez restreint. Alors qu'en fait, il y a plein de possibilités, mais il faut juste aller les découvrir nous-mêmes, quoi. Exactement. Et puis, il y a aussi une gestion à faire sur comment on explique à des étudiants en Master 1 que un 9, un 9,97, c'est pas la fin du monde, que c'est pas pour autant qu'ils vont pas réussir à obtenir ce qu'ils souhaitent ou réussir à obtenir des postes qu'ils convoitent à l'avenir. Il y a, on vous regarde un peu quand vous allez voir vos copies pour, pour obtenir des retours sur vos copies qui sont corrigées comme si c'était la fin du monde. Enfin, c'est un peu particulier comme période. Je ne pense pas que ce soit partout pareil. Je pense que chacun a son interprétation des choses. Mais effectivement, on ne nous explique pas non plus qu'il y a d'autres métiers. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Rosa Taban en 3e année. Qui était responsable juridique chez eJust, qui était une legal tech spécialisée dans la médiation en ligne et l'arbitrage en ligne, et qui, à chaque TD en 3e année de contrats spéciaux, nous parlait de l'avancement de eJust, de comment ça se passait pour le développement de leurs produits, des challenges juridiques qu'ils avaient chez eJust. On parlait aussi de contrats spéciaux, c'était le but du cours, mais elle nous a vraiment introduit en 2016 à la legal tech. Nous, on ne savait pas du tout ce que c'était. On était vraiment... on ne savait pas... La legal tech, l'essor de la legal tech, ça a commencé dans les années 2013 avec la création des premières legal tech, mais à ce moment-là, en fac de droit, il n'y avait pas beaucoup de représentation d'entrepreneurs de ce milieu-là. Au moment où je vois ce petit 9,97 qui aujourd'hui est pour moi insignifiant, comme je t'expliquais, c'était un peu la fin du monde pour moi. J'avais l'impression que tous mes amis qui avaient profité de mes fiches, et tant mieux pour eux, mais qui avaient réussi à aller vraiment avoir des carrières incroyables, et que moi, j'allais finir encore une fois mais reléguée à je ne sais quel poste inintéressant. Et en fait, au bout d'un moment, quand on se morfond un peu, et puis on est reboosté par des personnes qui sont autour de soi, qui sont vraiment motivante et présente pour soi. Et puis je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, il est hors de question que je continue encore dans ce milieu-là, parce que en réalité, la fac de droit, j'y suis bien, j'ai toujours été bonne élève jusqu'ici, mais c'est pas nécessairement ce que j'ai envie. J'ai pas envie de devenir juriste d'entreprise, j'ai pas envie de devenir avocat, j'ai pas envie de devenir notaire. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire pour décrocher ce master 1, parce que déjà de 1, je vais leur prouver que je vaux plus qu'un 9,97, hein, et puis et puis aussi, je vais leur prouver qu'en fait, on peut faire autre chose. Et puis je vais surtout aller voir si mes ambitions correspondent vraiment à la réalité. Parce qu'à ce moment-là, je commençais vraiment à m'intéresser à la legal tech, et je me suis dit, je vais aller faire une année de césure d'1 an, et je vais travailler dans 2 legal tech, donc 2 stages de 6 mois, et puis je vais voir si ça me plaît. Et puis si ça me plaît, je vais continuer. Et c'est ce que j'ai fait. Oui, Et donc j'ai en fait, tu ajouté as à ça une... rebondi en faisant autre chose qu'un master dans le droit, quoi. Exactement, exactement. J'ai rebondi parce que, encore une fois, j'ai eu ce moment où je me suis dit, OK, je vais prendre ce risque, parce qu'en fait, les jours d'après, quand je suis arrivée à la fac et que je commençais à en parler autour de moi et à dire que j'allais faire ça, je me souviens très bien que mes camarades qui sont encore mes amis aujourd'hui en fac de droit me disaient: «Mais la legal tech, mais qu'est-ce que c'est que la legal tech? Mais pourquoi? Mais tu veux pas devenir avocate, Selma? Tu es sûre? Mais où est-ce que tu vas? Ça n'a pas de sens.» Et tout le monde me regardait un peu avec des yeux interloqués. Typiquement, aujourd'hui, je suis le seul profil dans mes camarades de promo qui évoluent dans un milieu de legal tech. Pour te dire à quel point c'était pas du tout représenté à l'époque en fac de droit. Mais déjà, c'est bien. Moi, je trouve que tu as réussi à savoir très vite que tu voulais pas faire avocat ou juriste, parce que c'est pas facile. Tu aurais pu te dire, voilà, j'essaye une voie, Mm. et puis si ça me plaît pas, mais au moins j'y vais, et puis on verra. Là, tu savais déjà, en fait, que tu voulais pas faire Mhm. ça. Je savais déjà que je voulais pas faire ça, et puis je savais aussi que je devais expliquer, par exemple, à ma famille qui était à milieu de savoir ce que représentait le monde de la legal tech. Bon, je pense que même aujourd'hui, ils ont encore du mal à comprendre ce que je fais exactement. Mon père commence à bien comprendre, mais pour eux, mon chemin était tout tracé. Je devais
devenir juriste. Le rêve de mon père, c'était que je devienne notaire à Marrakech. Et puis, j'avais cette appréhension aussi qu'ils soient un peu déçus des choix que j'allais prendre. Et puis finalement, en fait, je me suis aussi dit que ce que je faisais, c'était pour moi et c'était pas pour quelqu'un d'autre, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était l'impact que pouvait avoir la technologie sur le monde du droit, à la fois pour les particuliers, pour tous les services qui sont appelés B2C, qui servent aux particuliers, de l'assistance juridique, de la mise en relation, de la création d'entreprises en ligne, enfin, plein de services qui permettent de simplifier l'accès au droit. Et puis aussi de l'autre côté, tous les services qui sont innovants, tous les produits qui sont innovants et qui permettent aux professionnels du droit de simplifier leur quotidien. En fait, c'était ça qui m'intéressait. Et puis je vais y aller. Donc j'ai vraiment eu une sorte de coup. Je me suis dit, mais le plus important, c'est est-ce que je vais m'éclater ou pas? Et si je vais sur cette voie-là, je vais pas du tout m'éclater. Donc en fait, ça ne sert absolument à rien. Parce que en fait, tu as choisi de faire ce que tu voulais vraiment, donc ça montre quand même une certaine maturité, parce que quand on n'a pas idée de ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, parfois on fait des choix qui sont pas les bons, hein, donc c'est quand Mhm. même, ça montre quand même une certaine maturité à l'époque. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, Donc c'est pas peut-être tellement aussi. un échec finalement. Non, ah non, mais je m'amuse souvent à dire que c'est le pire échec qui me soit arrivé. C'est-à-dire que j'ai Ouais, finalement, 9,97 et tant mieux. Et je remercie tous ces professeurs qui m'ont mis ces notes catastrophiques en partiel, même malgré le contrôle continu qui était très bien. Merci. Parce qu'en fait, finalement, je n'aurais jamais pu rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées, faire tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, ce que je fais aujourd'hui, ça m'éclate. Je pense que ça aurait été peut-être un peu différent. ouais, ouais. Donc tant mieux. Et puis, en fait, c'est pas du tout un échec, c'est plutôt un rebond. C'est quand même très tabou de parler d'échec en France. Enfin, on n'a pas le droit d'échouer, hein, c'est comme ça. Mais ça commence même, moi je le vois avec mes enfants, ça commence dès l'école. Enfin, voilà, c'est un Ouais, système qui est quand même assez violent. Et ouais. c'est moi, pour avoir vécu un peu dans des pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, c'est vrai que les Mmh. pays anglo-saxons, eux, ils y voient plutôt une forme de résilience et de courage entrepreneurial plutôt qu'un tabou. Et je me demande toujours pourquoi en France, c'est encore comme ça. Il y a peut-être des progrès, mais c'est... C'est vrai que, il y a des progrès qui sont faits, mais je pense qu'effectivement on a eu, très peu de rôle modèles. Je pense qu'on en a de plus en plus, qui, parlent d'échec, sans nécessairement, valoriser l'échec pour valoriser l'échec, mais qui expliquent en fait ce qu'on peut en tirer. Et puis je pense qu'on évolue aussi dans un système académique, enfin vraiment je ne suis personne pour juger, c'est vraiment juste mon opinion, mais parfois on conditionne un peu la réussite à certaines épreuves qui sont basées sur le par cœur. Et en fait, je trouve que c'est assez paradoxal d'expliquer à un étudiant que il s'est raté ou foiré sur une épreuve uniquement parce qu'il n'a pas su apprendre par cœur son cours de 300 pages, alors qu'en fait, il est absolument capable d'être beaucoup plus brillant sur une épreuve qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressante et concrète. Euh, je pense que aussi dans l'inconscient collectif, on a tellement honte de l'échec qu'on n'en parle pas. Et moi, je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, ça a le don de m'énerver que certaines personnes qui ont des parcours, mais qui sont aujourd'hui incroyables, passent sous le tapis des passages, des étapes qui ont été compliquées dans leur parcours. Et en fait, ça contribue à cette pensée selon laquelle, pour réussir, il faut un parcours sans faute, il faut un parcours tout blanc, alors que c'est pas du tout vrai. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont aujourd'hui brillantes, mais qui se sont pris des portes à plein de reprises, mais juste qui n'en parlent pas. Et je pense que c'est pas du tout uniquement dû à la France. Enfin, moi, je sais qu'au Maroc, Oui, voilà, c'est ce que en tout j'allais cas dans dire. le Est-ce qu'au Maroc, c'est pareil? Ouais, en tout cas dans le milieu dans lequel j'évolue, oui, c'est pareil et je pense que dans n'importe quel milieu au Maroc, il y a cette notion de honte qui est très présente, de pression sociale, qui fait que, surtout, il faut pas parler de ses échecs, il faut dire que ses enfants sont au top et c'est très bien de valoriser ses enfants, mais il faut surtout pas dire quand ils rencontrent des difficultés parce qu'en fait, ça pourrait, les dévaloriser. Faut pas partager ces éléments-là. C'est pas bien, c'est mal vu, c'est honteux, c'est à Chouma, c'est pas bien.
Et on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressources qui viennent casser ces mythes. Et moi, il y a un super podcast qui s'appelle La Leçon et qui Oui. parle des échecs. Tu le connais? Ouais, je Et connais je le trouve top. effectivement. Ouais, c'est super intéressant. Enfin, et parfois, ça fait, ça fait du bien d'entendre ces histoires. Mais il y a aussi, parfois, je pense qu'il y a aussi des gens qui parlent pas de leurs échecs par pudeur ou parce qu'ils veulent pas se livrer intimement. Ou, tu vois, Mhm. tout le monde a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Ça n'existe pas des gens qui ont une carrière complètement lisse. Enfin, c'est super rare. Et j'ai un super exemple qui passait sur le podcast d'ailleurs Parole de juriste, qui est Emmanuel Tané, qui a raté, je pense, quelques-unes de ses années de droit, je pense 3 ou 4, qui a eu un parcours en fac de droit en 8 ans et qui occupe aujourd'hui un poste hyper intéressant de contract manager chez Schneider Electric. Enfin, ça en dit long en fait sur, enfin, ça en dit long aussi sur le fait que c'est pas parce qu'on échoue en fac de droit qu'on fera pas un bon juriste ou un bon contract manager, parce qu'il a été juriste aussi avant d'être contract manager et il est brillant. Donc c'est hyper important et c'était hyper important pour moi par exemple de l'avoir sur le podcast et je fais un peu de pub, je recommande d'écouter son épisode. Un peu de pub. On voit que tu fais du marketing, hein. Et quel est ton conseil justement pour les étudiants ou pas seulement les étudiants, hein, parce qu'il y a aussi des juristes plus expérimentés qui vivent à mon avis la même chose, hein, qui doutent, qui savent pas s'ils sont sur le bon chemin. C'est quoi ton conseil quand tu as des doutes comme ça et que tu sais pas? Un conseil, et qui m'a été d'ailleurs transmis par quelqu'un d'autre forcément, mais c'est rencontrer des gens, s'intéresser aux autres et vraiment écouter, écouter, écouter. J'avais entendu une phrase, c'était, «On a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter plus que parler» et en fait, il faut s'enrichir au maximum du retour d'expérience qu'on peut avoir et qu'on soit étudiant ou professionnel ou passionné par un sujet et c'était, Raphaël Jabol, qui donc est un des cofondateurs d'AvoStart, qui m'avait toujours dit à cette époque-là, écoute Salma, si tu te poses une question sur un sujet, va en parler à quelqu'un qui aura potentiellement forcément expérimenté la même chose. Donc envoie-lui un mail, un chat, qu'importe, on est à Station F, va lui taper, va voir la personne directement et va lui poser la question et nourris-toi de son retour d'expérience parce que potentiellement cette personne pourra t'aider. Mm. Donc c'est vraiment mon conseil. Je pense qu'il faut faire un bon cocktail entre feeling et écouter les autres. Faut vraiment essayer de maximiser les sources de retour et se dire, j'aurais écouté les autres, mais au final, ce qui m'importe le plus et ce que je ressens, c'est Ouais, il faut s'écouter mon aussi, ouais. feeling. Mm. C'est ça. Ouais. Alors, quel est toi justement, bon, tu as changé d'orientation, c'est quoi ton moteur pour choisir un job? Il y a 3 critères. Pour moi, c'est l'équipe, donc les gens avec qui je vais travailler au quotidien. Est-ce que j'ai encore une fois, on va utiliser ce terme, un bon feeling qui passe avec eux. C'est évidemment aussi la direction que prend l'entreprise, le projet que mène l'entreprise, vers où ça va. Et puis, est-ce que je vais avoir une capacité à y apporter de la valeur ajoutée. Typiquement, moi, je me vois plus évoluer dans des petites structures qui se lancent et qui commencent, ou en tout cas des petites structures ou peut-être un peu plus moyennes, où je sais que je vais avoir de l'impact plutôt que peut-être des structures un peu plus globales. Et puis, peut-être le dernier élément, c'est le produit ou le service qu'on vend, forcément, parce on travaille dans une entreprise qui a probablement un but lucratif, en tout cas je l'espère pour elle. Et il faut être convaincu de ce qu'on vend, de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et il faut aussi trouver un sens. Donc en fait, est-ce que je suis convaincue de ce qu'on fait et puis quel est le sens que j'y trouve? Qu'est-ce que tu trouves génial dans ton job aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer en fait? Il y a plusieurs choses qui me font vibrer. Déjà, je pense que pour reparler encore une fois du podcast, moi j'adore me lever tous les matins. Et je le dis toujours aux invités du podcast quand je les ai pour la première fois au téléphone. Je trouve ça génial. Lundi matin, je check mon agenda et je me dis, ah, super, cette semaine, j'ai 3 enregistrements. Je vais rencontrer Maëlle, je vais rencontrer Delphine Bordier, Ricardo Lopez, et puis je vais énormément apprendre. Enfin, je rencontre des gens, mais en fait, c'est mon travail en même temps, donc c'est top. Et puis, je pense que ce qui m'éclate le plus, et sans ça, ça n'aurait pas été possible, c'est la confiance qui m'est accordée par Thomas Saint-Aubin et Pierre Lasvigne, qui sont donc les
deux cofondateurs de Séraphin Légal. Et en fait, sans cette confiance, je pense que j'aurais pas la marge de manœuvre que j'ai aujourd'hui pour tester des choses, me casser les dents parfois, mais aussi parfois, et souvent, et tant mieux, réussir des choses avec l'équipe, et de leur dire: «Bah, voilà, en fait, vous avez bien fait de nous faire confiance parce qu'en fait, on a réussi sur tel sujet et sur tel sujet, et puis si on n'a pas réussi sur les autres, c'est quand même un apprentissage et tant mieux». Mais voilà, donc ça je suis très contente en tout cas d'être chez Séraphin. Et ta journée type, c'est quoi, Selma? C'est une question assez difficile parce que j'ai pas nécessairement une journée type. Nous, chez Séraphin, en termes d'organisation, on fonctionne un peu sous le format. Alors, peut-être que tu connais, Delphine, c'est le format OKR, c'est Objectives and Key Results. Oui. Et en fait, j'ai peut-être un petit topo sur cette méthodologie, mais ça consiste à organiser son travail selon une logique de résultat et non pas une logique de moyens. En fait, c'est pas définir un ensemble de tâches et donc de moyens à réaliser, mais plutôt de se dire notre objectif, ça va être ça. Et en fait, il faut le chiffrer et pouvoir le suivre. Donc ça constitue en fait, c'est fait chaque trimestre et j'ai une feuille de route qui est déterminée chaque trimestre et c'est ce qu'on appelle mon build, donc tout ce que je construis autour de ce trimestre. Et après, j'ai tout ce qui est considéré comme du run, donc c'est tout ce qui est quotidien. Je suis désolée pour ces anglicismes, mais tout ce qui est vraiment quotidien. Et en fait, j'organise mes journées en fonction de ces deux grands blocs, ce que je dois faire au quotidien et ce que j'ai comme projet par trimestre que je répartis à chaque fois. Après, si ta question c'est qu'est-ce que je fais de mes journées, hein, ça peut aller de la production de contenu à du référencement payant, donc de la publicité en ligne, de l'organisation d'événements digitaux, physiques, de l'emailing, newsletter, du branding. D'ailleurs, c'est ce qui me passionne le plus. Et puis des campagnes de relations presse. Il y a des opérations exceptionnelles, il y a vraiment une ribambelle de choses, mais toujours sur le même objectif, c'est de faire en sorte de comprendre au maximum les besoins de nos potentiels clients et de nos clients. Tu es de formation juridique, tu n'es pas juriste, mais tu évolues dans le Mhm. domaine du droit et des legal tech. Comment tu imagines le juriste dans, je sais pas, 10 ou 15 ans? C'est une question hyper compliquée que tu me poses, parce que j'ai vraiment et je te remercie parce que moi aussi je t'en ai réservé des questions très compliquées sur le podcast, parce que je tiens à préciser que Delphine va aussi passer sur Parole de juriste très prochainement et j'en suis très contente. C'est une question très compliquée, mais tout simplement, je m'explique parce que j'aimerais avoir cette capacité de me projeter autant dans 10, 15 ans, 5 ans. Je suis incapable de faire ça. En plus, j'ai pas encore la maturité de faire ça. Typiquement, ça aurait été une question parfaite pour Thomas ou tous les autres entrepreneurs qui ont cette capacité Mais je l'ai d'avoir une invité, vision. Thomas, il est invité sur le podcast. Il est C'est trop vrai, timide, il me il l'a est pas- trop timide. il, il me l'a pas dit, c'est vrai. Ça Très fait bien, mais longtemps. on va tout faire pour qu'il passe sur le podcast. Je pense que j'ai pas la légitimité de dire, même si je reçois des juristes chaque semaine, j'ai pas la légitimité de dire ce que sera le juriste dans une dizaine ou une quinzaine d'années. En revanche, uniquement dans un point de vue lié à l'innovation, je trouve que Voilà, au depuis, legal tech alors. ouais, je trouve que depuis 2015 et l'essor des legal tech, on se pose souvent cette question. Est-ce que le juriste doit apprendre à coder? Ah oui. Moi, je trouve que Moi, je suis c'est une pas question. certaine de ça, mais après, c'est mon avis. Exactement. Bah, moi non plus. Moi non plus. Je trouve que c'est non, pas nécessairement en fait. Et c'est de notre responsabilité, nous, en tant qu'acteurs innovants dans le monde juridique, en tant que legal tech, de faire en sorte que le juriste n'ait pas à apprendre à coder, parce que finalement, ça n'est pas son travail. Est-ce que moi, en Ah tant oui, que chacun son métier en fait. c'est Après, ça. Moi, à mon avis, il doit au moins s'intéresser au sujet et comprendre bien sûr. voilà, l'écosystème, mais de là Mhm. à apprendre à coder, c'est un autre métier. Après, faut faire un choix, mais Exactement. Enfin, c'est comme si un commercial devait apprendre à coder pour, par exemple, automatiser son cycle de vente. Bah non. Et puis, je pense que tu le vois, mais dans différents types de corps de métier, on met à disposition des outils innovants qui permettent à ces professions d'optimiser leurs process, d'innover sans avoir à coder. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le no-code, tout simplement. C'est en fait cette capacité à mettre en place des workflows, des contrats automatisés, même de monter une application, mais de A à Z, sans toucher ou sans
rédiger une seule Oui, ligne et de ça se code. développe Et beaucoup. ça se développe beaucoup, c'est super. Et non, en fait, c'est ce à quoi on croit chez Séraphin. Et c'est ce qu'on met en place. En fait, dans notre outil et puis dans notre manière de penser, tout est fait pour que le juriste n'ait pas à coder. Donc, en fait, et même s'il n'utilise pas Séraphin, nous, on est très ouvert à dire à un juriste, en fait, tu peux même optimiser ton processus contractuel si tu veux commencer uniquement en utilisant des outils, différents types d'outils que tu relis via Zapier, qui est une application qui permet de connecter des outils entre elles. Enfin, il y a tellement de choses à faire pour rendre le juriste plus autonome par rapport à un prestataire, ne plus être dépendant de quelqu'un d'autre, ne plus être dépendant d'une équipe technique, ne plus être dépendant des développeurs et pouvoir vraiment faire des choses qui répondent à des besoins concrets, mais de manière toute simple grâce au no-code. Et d'ailleurs, je serais ravie de te partager des ressources pour ça et plein de ressources sur le no-code qui pourront, en tout cas, Ah bah j'espère oui, oui, non, t'intéresser. mais il faut aussi pouvoir avoir des types de solutions différentes pour combler tout le monde, hein. Donc, il faut C'est avoir ça. ça. Alors, Selma, quelle est ton ambition pour, allez, 2022, 23, 24? J'aime bien, d'abord professionnellement, j'aime bien dire à Thomas que moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que Séraphin Legal soit la marque préférée des juristes d'entreprise et toutes les personnes qui tournent autour des contrats. Donc, Ouais, ça c'est bien. c'est mon ambition et on y croit. Et puis, on va tout donner et tout faire pour essayer que ce soit le cas. En tout cas, on est vraiment à l'écoute des juristes d'entreprise et puis de toutes les personnes qui évoluent autour des contrats. D'ailleurs, on a quelques surprises à venir au courant de cette année. Et puis, je pense que mon ambition, ça reste de continuer à m'éclater dans ce que je fais. C'est une ambition toute simple, mais juste Ouais, à être mais toujours aussi contente. ô combien importante, Ouais, hein. Hum, c'est Ouais, ça, ouais. ô combien juste d'être contente et de me dire quand je suis en télétravail, ça m'embête d'être en télétravail, j'aurais préféré faire ça depuis le bureau parce qu'en fait, je suis super contente de voir mon équipe et les gens avec qui je travaille. Et d'ailleurs, chez Séraphin, vous êtes combien, Selma? On est une trentaine, on a environ 4-5 stagiaires, donc si on compte les stagiaires, évidemment, on les compte, on est une trentaine. Ouais, c'est une belle équipe là, hein. Qui Là, vous font pouvez faire petit, plusieurs ouais. équipes de foot là, hein. Ah non, mais on peut. Autre rêve, je suis fan de foot, je suis fan par destination J'avais cru de comprendre l'Olympique Lyonnais. quelques épisodes, c'est pour ça que Et on aura des maillots, on aura, enfin, la totale, on aura un budget pour ça. pour être complètement fidèle jusqu'au bout à Parole de juriste, je vais te poser 4 questions au tac pour finir. Allez, je Non. me lance. De quel sujet tu pourrais parler pendant des heures, Selma? De cuisine. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange à midi, demain, après-demain. J'adore écouter des podcasts de food aussi. J'adore avoir, pour Noël, j'ai reçu des livres de cuisine aussi. Vraiment d'entendre parler de cuisine ou des personnes parler des émotions qu'ils transmettent autour de la cuisine. Et... Ah bah écoute, c'est bon à savoir. Je t'enverrai des petits WhatsApp quand j'aurai pas d'idée, parce que moi, c'est ma hantise. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et deuxième question, alors, qu'est-ce qui t'a rendu fière de toi récemment? Je pense que c'est la relation qu'on a développée avec, alors ça va paraître hyper loufoque, Delphine, mais c'est la relation qu'on a développée avec Monique, qui est la voisine du premier étage, juste au-dessus de nos locaux, au 50 rue Jean-Pierre Timbaud. Monique qui a 83 ans, qui a l'âge de ma grand-mère et qui adore les gens de manière générale et qui est toujours souriante et puis avec qui on apprend plein de choses. Et puis, on a vraiment développé avec quelques personnes de l'équipe une relation hyper amicale avec elle. Et puis, elle a eu une phrase très touchante en disant que elle était, qu'elle était contente d'avoir cette relation, notamment avec moi, comme une relation de grand-mère à petite fille. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, j'avais l'impression aussi d'avoir la même chose avec elle. Et donc voilà, donc ça m'a rendue très fière. Est-ce que tu as un petit rituel qui te fait du bien que tu aimerais partager? J'ai deux rituels, si t'en veux. Allez, vas-y. J'en ai un qui est plutôt un toc plutôt qu'un rituel, je pense, et qui fait beaucoup rire l'office manager de Séraphin, Stéphanie, tous les matins. En fait, j'arrive tous les matins et puis j'ai besoin de nettoyer mon bureau. J'ai l'impression
de commencer comme une nouvelle journée. J'ai besoin que tout soit clean avant que ce soit fait. C'est hyper important pour moi. Si c'est pas fait, ça me tend un peu. Et le deuxième rituel que j'ai, et d'ailleurs ça c'était un super conseil de Swazik et je le garde et je la remercie. Quand on a lancé le podcast, elle m'a dit mais il faut absolument qu'on ait un espace où on met tous les retours positifs qu'on a sur le podcast, tous les messages de personnes qui nous ont envoyé des messages d'encouragement, de compliments, de plein de trucs. Et d'ailleurs, il faut qu'on l'ait pour tout, parce qu'en fait, quand tu te sens pas bien, ou quand tu as un petit coup de mou, ou quand t'as un petit coup de manque de confiance en toi, et ça te fera du bien de le revoir, parce qu'en fait, d'un coup, tu seras reboosté et puis voilà, tu reprendras. Si tu devais choisir un mentor, n'importe qui, ce serait qui et pourquoi? J'ai un super exemple en plus. Si je devais choisir un mentor, en plus, ce serait Jimmy Iovine. Jimmy Iovine, c'est un producteur et un entrepreneur. Il produit Patti Smith, Bruce Springsteen, il me semble aussi les Beatles à un moment, mais plein d'artistes hyper connus. Et il a aussi créé Beats by Dr. Dre, qui est une marque d'écouteurs. Et en fait, cet homme est fascinant. Parce qu'en fait, il est hyper déterminé, il est acharné. Quand il a une idée en tête, il va à fond, il fait tout dans sa journée tourne autour de ça pour y arriver. Et je trouve ça incroyable. Et il a aussi cette capacité à mettre en avant, à faire rayonner des personnes, des talents, parce que en fait, il est empathique, il s'imprègne de leur monde, il les écoute, et puis il a aussi cette capacité de prendre un talent A, un talent B, de prendre chacun des ressources qu'ils ont, et puis de les mutualiser entre eux, et puis d'en faire quelque chose de fou. Et puis c'est aussi un visionnaire, il sent les tendances. Et donc je te dis tout ça parce que j'ai vu un documentaire qui s'appelle The Defiant Ones sur Netflix, et j'étais fascinée par cette personne, et je me suis dit, mais demain, si on me propose de rencontrer quelqu'un, mais ce serait lui directement, j'aurais tellement de choses à apprendre. Écoute, s'il nous écoute, je suis sûre qu'il va écouter tout simple. L'appel est lancé, donc bon courage. Donc voilà, ouais. Ok. Écoute, Selma, moi j'ai été super ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple. Ça m'a fait vraiment très plaisir. On a passé un très bon moment. Moi j'ai hâte aussi de venir à mon tour dans vos studios. Je souhaite le meilleur pour 2022. Plein de beaux projets chez Séraphin, des belles rencontres encore. Et puis je te dis à très bientôt alors. À très très bientôt, et puis un grand merci à toi de m'avoir invité sur le podcast, et puis je suis ravie aussi de te recevoir. Je continuerai à écouter ton podcast, et d'ailleurs il me semble qu'on peut rajouter plusieurs étoiles d'ailleurs sur Spotify pour noter ton podcast. J'y vais de suite pour le faire. Merci. Donc avis aux amateurs, aux auditeurs, n'oubliez pas effectivement de noter avec plein d'étoiles le podcast, parce que c'est aussi comme ça qu'on est mieux répertorié avec les algorithmes un peu mystérieux de Spotify et Apple. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, allez faire un tour sur mon site Tout droit tout simple, où vous retrouverez le podcast, mais aussi des articles de blog et des vidéos. À très bientôt.